Ah oui. Quand tu fais fin. Moi, donc je fais arrêt enregistrement. Ouais, tu fais arrêt enregistrement, fin et mettre fin à la réunion pour tous. Mettre fin à la réunion pour tous. Et après, il y a ça qui se lance et là. Et ça, ok, ouais, ça, ça marche. Ouais, très bien. Non, mais en fait, j'arrange. J'ai lancé l'enregistrement et on a une. On compte sur toi. Pourquoi, bonjour. Ah ben ça y est, tu sais, tu mets 5 trucs, c'est juste là. Et après, tu en as pour une demi-heure. Ok, du coup, on va entamer cette dernière partie de la journée et puis des 2 jours surtout. Donc, je pense qu'on est tous un petit peu fatigués, mais pas du tout. Pas du tout. On n'est pas fatigués. Donc, comme on a de nouvelles personnes, je pense qu'on refait un rapide tour de table donc pour vous donner juste quelques minutes pour vous présenter. Et puis après, on commencera avec la première question. Bien sûr, s'il y a des éléments en fait, sur lesquels vous souhaitez dans la salle qu'on rebondisse, n'hésitez pas pour aussi faire entamer un peu un dialogue avec nos différents intervenants. Donc, je propose qu'on commence par le bout de la table. Marc. Donc, Marc Langenbach, enseignant-chercheur à l'Université Grenoble-Alpes, géographe du tourisme et du sport. Je travaille sur les questions de transition du tourisme en montagne. Virginie Rechette, moi je suis chargée de mission tourisme au parc de la Vanoise depuis bientôt 2 ans et je travaille au siège à Chambéry. Richard Bonnet, je suis le responsable scientifique au parc national des Écrins. Ça fait 2 jours que vous m'entendez régulièrement. Et Marie-Éveillère Buchou, je suis postdoctorante dans le projet Humani où je travaille sur justement ces questions de suivi de la fréquentation et je suis géographe et je travaille sur géographie de l'environnement et sur les interactions et les rapports homme-nature. Ok, merci. Du coup, le but de cette table ronde, c'est de pouvoir faire, comme on l'a compris aujourd'hui, vraiment de réfléchir à… Hier, on a réfléchi aux questions de production et traitement de données autour de la fréquentation. On en a un petit peu parlé aujourd'hui avec aussi d'autres modes de données que l'information géographique volontaire. Là, l'objectif, c'est de voir comment, en fait, ces données qui vont être produites pour suivre cette fréquentation peuvent être utilisées pour la gestion et par les gestionnaires de terrain. Donc, première question, c'est justement de s'interroger à que faire des données qui sont issues de ce suivi de la fréquentation. Si, Marc, par exemple, tu veux… On a combien de temps? C'est bon. Richard, tu n'as pas commencé? Oui, mais après, c'est le risque. Hein. Si tu veux que je prenne la parole. Non, mais dans que faire les données, on est au cœur du sujet. Je vais rappeler peut-être 2 éléments de contexte. Un premier élément, c'est qu'aujourd'hui, le suivi de fréquentation est dans un contexte plus large qu'on appelle le suivi des socio-écosystèmes. C'est un des axes principaux de la zone Atelier Alpes pour laquelle adhèrent l'ensemble des parcs nationaux et qui sont un peu notre fil de conduite aujourd'hui pour quelles données il faut récolter, tant en termes de SHS qu'en termes de mesures physiques, qu'en termes de mesures biologiques. Parce qu'autrement, c'est immense en fin de compte. Tout ce qui est connaissance, on s'y perd complètement. Donc, on est obligé de choisir. Et notre fil conducteur, c'est la compréhension des socio-écosystèmes. Donc, pour moi, il faut quand même qu'on garde ça en tête. Donc, quand on doit récolter une donnée, est-ce qu'elle contribue à mieux comprendre les socio-écosystèmes? Est-ce qu'elle est en lien avec des données biophysiques qui vont permettre de comprendre les interactions? Et c'est un peu ce que nous a présenté Mathieu ce matin. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ces données, il faut les structurer pour pouvoir les analyser. Or, aujourd'hui, ça a été relevé dans notre groupe, mais je pense dans d'autres groupes, on va avoir des lacunes et on va avoir de gros travaux à faire sur la structuration de ces données, quel que soit le protocole desquels elles sont issues. C'est pour ça que quand j'ai parlé tout à l'heure d'une question, un protocole, donc à chaque question, il y aura un protocole différent et on ne va pas me faire croire qu'un protocole répond à 4 questions. Ou alors c'est qu'il y répond mal. Ça, c'est l'expérience qui nous l'a montré. Donc, une question, un protocole, une chaîne de travail, ça, c'est pour que ça se passe. Et après, on a une base de données. Donc, voilà, déjà, ces données, qu'en faire? Déjà, les ranger comme il faut pour qu'elles servent à tout le monde et qu'elles puissent être transférées aux autres ou accessibles aux autres. Et je pense qu'un des points qu'on pourrait se donner dans notre assemblée, c'est que toutes les données
issues de données de fréquentation soient des données libres, en open data, libre accès. Ça serait déjà quelque chose d'important et surtout en accès public le plus rapidement possible. Il faut qu'on retire de l'expérience de la biodiversité que toute donnée dite entre guillemets sensible est souvent un leurre et nous revient en boomerang. Il vaut mieux qu'une donnée soit accessible assez rapidement. C'est là où on en tire toute notre crédibilité. Ça fait encore débat dans certaines sphères, mais on a quand même aujourd'hui tout ce qui relève du muséum ou de différents organismes qui nous invitent, plus le ministère, qui nous invite à ce que toutes nos données soient des données libres et facilement accessibles. J'ai dépassé mes 5 minutes ou je continue là parce qu'autrement, vous n'allez pas avoir la place pour parler. Ouais, je peux. Merci, tu m'as fait gagner un peu de temps. En fait, moi, je vais me positionner d'un point de vue déjà un petit peu plus académique. C'est un peu pour ça que je suis à côté de la table. Et puis, surtout du point de vue des informations géographiques volontaires, des données numériques qu'on a évoquées surtout hier. Alors, que faire des données? C'est vrai qu'au départ, et on en a discuté avec les différents acteurs qui potentiellement peuvent nous fournir des données hier, il y a déjà une première phase de nettoyage et de s'assurer que les données numériques qu'on a récupérées ne possèdent pas d'aberrations, qu'elles sont bien représentatives de pratiques, d'usage. Il y a déjà cette première phase. Il y a un point aussi essentiel qui est revenu plusieurs fois hier, notamment dans la présentation de Mathieu Nouchet au début de la journée et puis un petit peu plus tard. Il y a cette idée d'utiliser des données brutes et de faire attention aux pré-traitements qui peuvent être opérés sur les données, c'est-à-dire une fois qu'il y a des pré-traitements, parce que parfois on ne peut pas les éviter, bien essayer d'un maximum objectiver les traitements qui ont été faits, d'essayer de les comprendre. Il a parlé hier d'anthropologie ou de rétro-engineering de l'anthropologie, quelque chose comme ça, c'est-à-dire essayer de comprendre quels ont été les motifs de pré-traitement de ces données. Alors, on l'a vu dans la petite vidéo d'Eurovision hier qui nous présentait les résultats d'Eurovision et on s'aperçoit très bien de l'agrégation qui est faite de leurs données. Ça, c'est un objectif, mais nous, d'un point de vue académique, ce qui nous intéresse, c'est vraiment la donnée brute, celle qui va permettre de documenter un usage dans sa complexité. Et puis ensuite, dans les exploitations qu'on peut en faire, d'un point de vue académique ou heuristique, je suis géographe, donc des traitements forcément spatiaux, nous, sur la coprésence de différentes pratiques, la possibilité de survenance de conflits d'usage ou dans les temporalités des usages des différents espaces naturels de loisirs. Enfin, voilà. Ça, ensuite, ce sont des traitements que l'on va faire, nous, avec parfois des besoins en main-d'œuvre et en ressources humaines assez importants. Enfin, donc là, par contre, la donnée, une fois qu'elle est brute, on va y mettre beaucoup de temps de travail pour l'exploiter dans différentes problématiques, mais pas forcément avec des problématiques de gestion des espaces, mais de compréhension des usages et des pratiques. Je vais donc prendre le relais et je vais apporter ma vision encore peut-être plus opérationnelle des choses. J'ai bien aimé quand Richard, c'est ça? Non, moi, c'est Marc. C'est Richard. Non, on nous confond des fois. Bien entouré. À parler de traitement spatial des données, effectivement, nous, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir faire parler ces données, de pouvoir les partager, bien sûr, les rendre lisibles. Pierrick en a parlé ce matin, je crois, pendant l'atelier. Accumuler de la donnée et puis les garder, les stocker dans un placard, rien en faire. Je pense qu'on en a tous fait l'expérience aujourd'hui. L'utilité, l'enjeu majeur, c'est vraiment pouvoir les partager, les communiquer, les rendre visibles, mais également de pouvoir les utiliser dans l'action comme aide à la décision. Et comme on l'a vu tout à l'heure, nous, au niveau des parcs nationaux, on a vraiment deux rôles bien distincts. Le premier en ce qui concerne la préservation de la biodiversité et l'autre dans l'accueil des publics. Donc, faire que tout ça se rencontre au niveau de l'action marketing, notamment, dans tous les dispositifs d'accueil, d'aide à la décision dans les aménagements, mais également dans tout ce qu'on va pouvoir mettre en œuvre en termes de sensibilisation, de communication. Et les données qu'on va pouvoir récolter vont nous donner des informations sur où disposer nos dispositifs d'accueil, par exemple, qui fréquente le parc, donc comment s'adresser aux personnes qui fréquentent le parc, est-ce qu'on est sur des familles, est-ce qu'on est sur des jeunes. Ça va nous permettre également de pouvoir répondre à des questions des médias, notamment, qui nous interrogent assez régulièrement. Ça va pouvoir nous permettre d'orienter également nos actions, bien sûr, en termes de design de l'offre. Donc, il y a vraiment un usage de la donnée une fois qu'on est passé de la donnée brute, qu'on l'a traitée et qu'on l'a rendue intelligible et diffusable.
au niveau marketing, on va dire, mais également au niveau ensuite de l'impact sur la biodiversité avec toutes les actions qu'on peut imaginer pour limiter l'impact sur des zones particulièrement sensibles ou fragiles. Et du coup, je vais faire ce tour de parole. C'est vrai que la réponse qu'on peut apporter, elle est très relative à notre prisme, qu'on soit plus opérationnel ou qu'on soit plus dans le traitement, parce que moi, j'avais plutôt une entrée sur l'amont, en fait, de déjà qu'est-ce qu'on traite de ces données, qu'est-ce qu'on en fait, et quand il y a cette question du partage, qu'est-ce qu'on partage? Des données brutes, des données travaillées. Je trouve que la plateforme Outdoor Vision, elle pose notamment cette question, parce que Outdoor Vision propose un traitement qui est déjà opérationnel, ou d'ailleurs, on ne sait pas vraiment quel est le traitement qu'ils ont appliqué. À Outdoor Vision, la plateforme va proposer des endroits, des zones, des agrégations de zones de départ, des zones particulièrement fréquentées, des itinéraires où il y a plus de monde, etc. On sait qu'en amont, la manière dont on va traiter cette information, ça va nous permettre de dire peut-être des choses pas exactement, pas tout à fait pareilles en fait. Donc le traitement, il pose déjà cette question. Et la deuxième chose, à mon sens aussi, c'est que finalement, l'usage de ces données, il répond à deux questions qui vont presque un petit peu en opposition. C'est utiliser ces données pour évaluer des impacts sur l'environnement, la faune sauvage, donc les réponses de l'environnement et des animaux, de la biodiversité face à la présence humaine. Mais parallèlement, il sert ces questions d'aménagement, et c'est ce que disait Pierrick lorsqu'il a présenté ce matin le suivi de la fréquentation dans les écrins, et je trouve que c'était très, très, très représentatif. Un parc, un espace naturel protégé, en fait, il a plusieurs missions, et notamment celle de protéger, mais aussi celle d'accueillir du public. Et c'est tout l'enjeu qui est un peu dichotomique d'ailleurs, mais qui est d'ailleurs le challenge, je pense, et du scientifique et du gestionnaire. Donc, ça n'apporte pas une réponse très construite, mais ça apporte surtout des questionnements, je trouve. C'est comment faire la balance entre les deux, ouvrir un espace et en même temps protéger. Alors, après, si c'est pour dire que les parcs, on est un peu schizophréniques, ouais, c'est dans nos textes de création. Hein, attention, tout notre rôle, c'est justement de trouver ces équilibres improbables et d'essayer de les tenir dans le temps. Mais c'est aussi ça qui fait le charme et le sel de nos métiers. Mais c'est pas relatif au parc. En fait, c'est relatif même à la notion même de patrimoine naturel, qui par patrimoine reprend et l'idée de préservation et l'idée de bien commun. Et à partir du moment où il y a cette idée de bien commun, après tout, pourquoi est-ce que telle personne aurait le droit d'aller profiter d'un espace et d'autre pas? Après, se pose la question de la surfréquentation. S'il y a surfréquentation, est-ce qu'on va sur une dilution des flux? Après, est-ce que l'on veut diviser les flux? Est-ce qu'on préfère, c'est ce que disait Christelle tout à l'heure, je préfère d'avoir 3000 personnes une journée au même endroit, plutôt que de répartir ces 3000 dans c'est spatial et temporel, ça c'est toujours les mêmes stratégies. Hein. Donc il y a depuis les parcs, la Vanoise, vous avez bientôt 60 ans, nous on en a bientôt 50. Ça a toujours été de savoir est-ce qu'il valait mieux tout le monde au même endroit, très peu de temps, qui fait beaucoup de dégâts, ou un petit peu de monde de partout. Et donc, il y a toujours eu cette sorte d'accordéon entre on va plutôt essayer de… Et puis non, on veut quand même du tourisme étalé sur toute l'année. Ah oui, mais non, si c'est toute l'année, ça va gêner toute l'année. Oui, mais en fin de compte, on ne veut pas toujours les 3 portes d'entrée des parcs principales. On aimerait que ça aille ailleurs. Ah, mais si ça va ailleurs, ça va déranger ailleurs. Et donc, on est toujours dans ces choix qui sont cornéliens. Et je pense que ça, c'est les écologues du paysage qui peuvent nous sortir de ce piège, c'est-à-dire des gens qui font de l'écologie, de la sociologie, de la géographie, en gros, qui font rien, mais ils font tout. J'aime beaucoup les écologues du paysage, hein, c'est pour ça que je me permets, qui est plutôt de dire on a besoin d'une diversité de perturbations pour maintenir une diversité des biodiversités. Voilà, je ne sais pas si c'est clair. Je ne sais plus avec qui on en parlait à midi, mais par nature, les espaces protégés sont attractifs. Donc, on ne va pas se mettre des œillères et faire comme s'il n'y avait personne. Mais par contre, c'est aussi le sujet de ces 2 jours, de pouvoir connaître un petit peu mieux ce qui se passe, quand, d'objectiver des données qu'on observe, qui nous remontent du terrain, des secteurs, mais pour lesquels finalement aujourd'hui, en tout cas en Vanoise, on a assez peu de données chiffrées. Ça nous empêche aussi de trouver des solutions. Parce que ça va être des phénomènes observés de manière ponctuelle, subjective, avec tous les biais qu'on peut imaginer dans l'observation humaine. Il faut se rappeler, c'est sur des faits et des valeurs partagées
qu'on construit le dialogue, la concertation et les compromis. Autrement, on est chacun dans nos châteaux forts à dire l'autre, il n'y comprend rien, c'est moi qui ai raison. Et puis, chacun se dit, non, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Et à la fin, ça n'avance pas. On le vit dans tous les domaines, la fréquentation, le pastoralisme, je vous en passe, c'est des meilleurs. Donc, rechercher, on a parlé d'observatoire, je trouve ça très bien. Je rappelle que les dispositifs sentinelles qui sont mis en place, c'est des observatoires à chaque fois, activité humaine, biodiversité, climat. Alors, pas tous sont très développés au niveau suivi des activités humaines, pas tous au niveau biodiversité, pas tous au niveau mesures climatiques, mais l'idée, c'est que chacun de ces dispositifs ait des protocoles dans les 3 grandes catégories pour créer ces espaces de dialogue, puisque les dispositifs Sentinelle qui sont dans Sentinelle des Alpes, c'est bien créer des espaces de dialogue. Je rappelle, ici, il y a eu Refuge Sentinelle, on en a parlé avec le dispositif porté par Philippe Bourdeau, mais il y a aussi les lacs, il y a aussi les alpages qui sont basés là-dessus. Et donc, souvent, et dans le cas de la zone atelier, c'est des choses que les espaces protégés avaient mis en exergue, il nous manque les outils de mesure de l'activité humaine dans de nombreux cas. Après, c'est dans Refuge Sentinelle où on en a le plus, à l'inverse d'autres dispositifs. Vous avez un petit peu évoqué la question de l'évolution aussi de comment ces données de fréquentation sont intégrées en fait directement au protocole de gestion. Vous avez dit voilà, on est des parcs quand même depuis 40, 50, 60 ans où on est un peu dichotomique, on essaye d'ouvrir à la fréquentation et en même temps de la protection. Donc la fréquentation, entre guillemets, vous vous y intéressez quand même déjà depuis votre ouverture, même si on n'avait pas forcément des méthodes de suivi ou des protocoles. Comment, en fait, ces différentes fréquentations et comment la fréquentation a été prise en compte de plus en plus dans le cadre de votre gestion de parc et si ça évolue même dans vos législations internes, si vous pouvez nous en dire un petit peu plus. Alors moi, j'ai assez peu d'antériorité. Bon, alors c'est moi l'ancien, c'est moi qui commence. Ce que je peux vous dire en revanche, c'est qu'aujourd'hui, le sujet s'impose à nous. C'est-à-dire que voilà, depuis 2011, de manière c'est collégiale et unanime, l'ensemble des parcs ont décidé d'arrêter de suivre leur fréquentation comme c'était le cas auparavant, de manière quinquennale et de manière très détaillée, approfondie, pour des raisons de moyens essentiellement. Et de méthode. Et de méthode, oui, parce que ça a été questionné aussi. Et de méthode. Tu pourras peut-être détailler davantage. Et qu'aujourd'hui, on est confronté, quelque part, on est au pied du mur, c'est-à-dire qu'on est rattrapé par cette fréquentation. Et donc, ça veut bien dire que si on nous demande de nous repencher sur la question, on a bien besoin de ces données pour orienter notre stratégie, nos plans d'action, etc. Donc, la démonstration, je la fais plutôt par ce qui nous est demandé aujourd'hui que par ce qui s'est passé ultérieurement. Et puis, Richard pourra compléter. C'est le problème de l'âge. C'est qu'au bout d'un moment, ça fait ancien combattant, mais bon, je vais essayer de retranscrire ce qui s'est passé. Dans les parcs, il y a eu un certain nombre de méthodes mises en place de suivi de fréquentation. Et je ne jette surtout pas la pierre aux anciens qui ont mis ça en place. Ils ont fait ce qu'ils ont pu à l'époque avec les connaissances qu'ils avaient. Je rappelle qu'on n'avait pas autant de connaissances en termes d'analyse de données. On n'avait pas d'ordinateur au début, pas de base de données. C'était une notion qui n'existait pas pour les jeunes. Ça remonte, mais pas tant que ça. Ça remonte, mais pas tant que ça. Quand on fait des suivis sur 30 ans, au début, il n'y avait pas tout ça. La notion de SI n'existait pas, enfin, je vous en passe, c'est des meilleurs. Donc, les anciens ont fait avec ce qu'ils avaient en stock et ils ont sorti des chiffres. Et à l'époque, c'est ce que je dis toujours, ils ont fait des photographies, certes floues, mais qui étaient au moins partagées par les territoires. Donc, on faisait une photographie floue qui était discutée et partagée. Et puis, 5 ans après, on refaisait une photographie qui n'avait pas le même flou, mais qui était aussi partagée. Donc, socialement, territorialement, elle était intéressante. Certes, c'était coûteux, mais par contre, un jour, on a dit, ça fait un suivi. Or, je rappelle que scientifiquement, 2 inventaires ne font pas un suivi. Un suivi, c'est une méthode qui doit être mise en place pour le prendre en compte. Mathieu, qui est derrière son ordinateur, pourrait expliquer que dans les parcs, on a mis presque 35 ans à 40 ans à arriver à faire un suivi d'ongulé qui tient la route. Alors, vous voyez, les suivis d'humains, depuis le début, on croit que les parcs, on connaît tous nos chamois, le nombre de cordes cassées et de pattes boiteuses. Ce n'est pas du tout le cas. Il nous a fallu plusieurs décennies pour arriver à construire un protocole qui scientifiquement tenait la route pour donner une dynamique de population. Alors, chamois humain,
Je vais choquer certains, mais les problématiques de fond sont les mêmes. Comment est-ce qu'on crée une dynamique de suivi? Comment est-ce qu'on évalue notre erreur? Puisque vous avez vu que tous les chiffres qui ont été présentés, c'est des chiffres bruts. Vous n'avez jamais plus ou moins 5000. Parce que sur les chamois, c'est ce qui nous arrivait à un moment. On avait un chiffre et puis quand on mettait le plus ou moins, il y avait une telle marge d'erreur qu'on ne pouvait plus voir aucune modification de population. Ce n'est pas que les premiers protocoles avaient été mal faits par les anciens, c'est qu'à l'époque, c'était ce qui se faisait de mieux dans le contexte actuel par rapport à la dynamique de population. Et c'est exactement pareil pour la fréquentation. On est dans des phases où régulièrement, il faut reprendre les protocoles de mesure, les réévaluer et les réajuster par rapport aux dynamiques et aux connaissances en cours. Et donc là, moi, je pense qu'on est vraiment dans cette phase. On a un travail collégial à faire, espace protégé, équipe de recherche, sur le quantitatif. Je dirais sur le qualitatif, ça pose moins de problèmes parce que c'est des méthodes qui sont moins sujettes à l'analyse et à la critique statistique, parce qu'à la fin, c'est quand même les statisticiens qui ont révolutionné nos métiers depuis 20 ans. Hein, il ne faut pas se le cacher pour ceux qui connaissent un peu nos espaces. Et donc, c'est cette nouvelle dynamique qu'il faut mettre en place et reprendre ces méthodes. Alors, j'ai peut-être fait peur à certains en disant que la construction d'un protocole, c'était plusieurs années. Je préfère dire la vérité. Si on arrive à le faire en 6 mois, c'est super. Mais si c'est 1 an et demi, ça fait 11 ans qu'on ne les fait pas, entre 11 ans et 13 ans. Je ne vois pas trop ce qui va se passer comme différence si c'est pour après construire quelque chose qui va tenir la route dans le temps. Voilà, c'est un peu ça le message que je veux faire passer. C'est il ne faut pas de la donnée pour de la donnée, il faut qui devienne de la donnée fossile, hein, il faut de la donnée qui soit utilisée et partagée. Après, on peut faire un choix complètement opposé, c'est d'accepter de ne pas avoir de données avec une bonne valeur scientifique et de l'annoncer, mais qui soit que de la donnée partagée socialement. Ça marche aussi, mais il ne faut pas faire passer des vessies pour des lanternes. Je vous prends un exemple. Et j'aime bien faire l'analogie avec la biologie, on pourrait très bien faire, comme ça se fait dans certains départements, où les gens se rassemblent et disent « Bon, alors, cette année, il y a plus ou moins de chamois. » Ils discutent une demi-heure, et puis après, ils disent « Il y en a plus. » Et ils vont boire un coup, ou il y en a moins. Et c'est de la donnée socialement partagée, qui est partagée sur une sorte d'expertise, qui n'est peut-être pas plus fausse à la fin. Mais on ne la fait pas passer pour une donnée scientifique. Voilà, c'est juste ça que je veux dire. Je ne sais pas si c'est très clair pour tout le monde, mais voilà. Non, mais ceci dit, cet aspect de discussion, ça se base sur de l'observation et sur l'empirisme du territoire, ça alimente aussi les données de suivi de fréquentation, puisque c'est aussi par les échanges informels, on peut se dire, bon, là, on a mesuré qu'il y a l'air quand même d'avoir un effet, par exemple, un effet Covid, si je prends là dans les données récentes, donc a priori, on a eu quand même pas mal de monde à venir dans le massif, alors que depuis un an et demi, il y avait moins de monde, etc. Ce qui se passe sur Beldon, c'est aussi, parce que c'est là où je travaille le plus, là, c'est aussi en discutant avec les différents acteurs qu'on constate qu'il y a une observation. On est d'accord. Voilà. Moi, on me dit, et je suis tout à fait d'accord, qu'il y a une explosion du ski de rando sur nos territoires. Très bien, depuis une quinzaine d'années. OK, là-dessus, on est tous d'accord. Mais c'est quoi? C'est plus 5%? C'est x2, c'est x10, c'est x100? Et on ne va pas réagir pareil entre plus 5% et x100 en 10 ans. Donc, oui, cette partie empirique va donner notre aspect tendance générale, le plus souvent quand elle est bien partagée, mais pour l'évaluation, pour savoir ce qu'il va falloir faire après, comment réagir, voilà, parce que là, on a parlé de terrestre, on n'a pas parlé d'hivernal. L'hivernal, c'est une sacrée… Mettre en place un protocole sur l'hiver, c'est compliqué, quoi. Pour compléter, c'est vrai que sur cette notion d'humain, nous, parc, on peut être parfois tenu un peu pour responsable des phénomènes d'hyperfréquentation, de saturation des parkings. C'est pas rare quand on arrive sur les territoires du parc, on nous dise mais il y a beaucoup trop de monde, qu'est-ce que vous faites? Les calanques. Et les calanques, c'est un bon exemple. Et pour le coup, ils ont adopté une réponse franche. Radical. On va pas discuter de ça maintenant, mais c'est pour revenir à la question initiale, et c'est aussi pour ça que pour nous, c'est essentiel de pouvoir objectiver ces données, parce que sinon, on se retrouve un peu coincé, en fait, entre des observations empiriques et du coup, des points de vue qui peuvent être différents en fonction de qui observe. Si je suis un habitant et je suis impacté parce que je peux plus me garer quand
je vais me balader dans mes montagnes ou pour rentrer chez moi, si je suis excursionniste ou si je suis gestionnaire. Marc, peut-être tu veux compléter? Oui, alors n'étant pas gestionnaire, je vais répondre un peu partiellement à cette question-là, mais finalement on a un peu les mêmes problématiques. La manière d'utiliser les données ou de les valoriser avant peut-être de les intégrer à la gestion, c'est un petit peu comme vous, d'essayer de comprendre les typologies d'usage, quelque part quelles sont les typologies d'usage des différents espaces naturels au travers des données qu'on va pouvoir avoir et qui vont pouvoir ensuite nous permettre d'accompagner une intégration de ces analyses dans des modalités de gestion. Voilà. Sur la complexité de mettre en place des protocoles, peut-être, parce que Richard a dit oui, ça peut prendre beaucoup de temps. Par contre, avec le Cali, c'est souvent plus facile. Peut-être que tu peux rebondir là-dessus. Alors, effectivement, on a, peut-être que c'est aussi mon tropisme avec les approches que je mets moi, mais plus de facilité à jongler avec des approches qualitatives, effectivement, que quantitatives, là aussi, quand on parle d'usage, de pratique, on arrive plus facilement à les objectiver, à rentrer dans les détails, à les mettre en perspective avec ensuite des formes de pratiques qui peuvent être observées par vous-même, là, avec des dispositifs plus quanti. Mais voilà, effectivement, on est plus là-dessus. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a tendance à coupler, c'est ce qu'on voit avec les travaux sur les informations géographiques volontaires, on va essayer de les mettre en parallèle avec les usages. Il y a ces données-là qu'on récupère en masse, c'est des données quelque part des big data, on va essayer de les mettre en parallèle avec une enquête, un questionnaire, pour comprendre comment elles sont générées, qui va les générer, quelles sont les habitudes en la matière, et ce faisant, on arrive là à dégager des typologies, encore une fois, d'usage, et non pas d'utilisateurs, pour essayer, nous, de se projeter ensuite dans des manières de les intégrer, de comprendre ensuite des scénarios futurs d'intégration aux différents espaces naturels protégés. On a parlé tout à l'heure du dispositif Refuge Sentinelle qui visait à développer en fait des protocoles à la fois pour suivre la fréquentation au sein des refuges de la haute montagne, mais également des aspects plus biodiversité, voire alpagisme sur Sentinelle. Sur Alpage Sentinelle. Alpage Sentinelle. Du coup, on se rend compte là qu'on est vraiment dans un processus d'hyper-suivi en fait de tout un socio-écosystème. On a évoqué dans les discussions la question de l'éthique, est-ce qu'il faut mettre un suivi exponentiel en fait, sur quelle zone mettre ce suivi exponentiel, parce qu'on a aussi parlé de la limite des moyens. Donc si on pouvait discuter un petit peu à la fois de ces questions éthiques. Alors hier on a parlé d'éthique de l'information géographique volontaire, mais là on est plutôt sur des questions de est-ce qu'on doit ou pourquoi on doit suivre en fait avec cette augmentation des protocoles de recherche aussi. On essaye, enfin les trois parcs nationaux, on essaye de mettre ces dispositifs, donc que ce soit Alpage, Lac Sentinelle, Refuge Sentinelle, je mettrai de côté Flore Sentinelle et Orchamps, qui sont il y en a 5 en tout, de Sentinelle, mais les trois qui vont porter sur Alpage, Lac et Refuge, on a essayé de les mettre en place de manière plus ou moins coordonnée. Donc c'est la Vanoise qui réussit le mieux, puisqu'ils ont réussi à regrouper sur des vallons particuliers tous ces dispositifs, donc en plus faire interagir entre eux les données issues de ces dispositifs. Je dirais c'est presque un moment idéal. Ils ont pu faire ça parce que ces dispositifs sont construits dans le temps et quand ils sont rentrés dans le dispositif, plusieurs étaient là, donc logiquement ils ont pu mettre en place cette démarche. Jusqu'où il faut équiper? Il faut savoir que les dispositifs Sentinelle, j'ai dit que c'était un espace de dialogue, mais c'est aussi un endroit où on essaie de mélanger trois utopies. Donc, le premier, c'est la transdisciplinarité. Alors, pour les chercheurs, c'est très clair ce que ça veut dire. Pour les espaces protégés, c'est plus compliqué. Transdisciplinarité, ça veut dire qu'on travaille sur plusieurs aspects, SHS, biologie, génétique, enfin, vous imaginez tout ça. C'est des chercheurs de domaines très différents et de cultures très différentes qui travaillent ensemble, plus des gens sur le territoire qui co-construisent la recherche avec eux. Donc, on essaie de faire cette transdisciplinarité dans chacun de ces dossiers-là. On essaie, en plus, de mélanger chercheurs, gestionnaires au sens très large et praticiens, donc c'est-à-dire éleveurs bergers pour Alpage, guide de haute montagne, gardien pour Refuge Sentinelle,
pêcheurs, enfin, ceux qui font l'hydroélectricité pour Lac Sentinelle. Donc, vous voyez, c'est quand même des sphères très différentes pour les faire dialoguer. Et la troisième utopie, c'est que ce n'est pas qu'un observatoire, parce que pendant très longtemps, quand les espaces protégés arrivaient en disant on fait des observatoires, ils disaient non, mais c'est bon, ça va durer 50 ans, ça va nous coûter une fortune, vous allez nous répondre à rien comme d'habitude, donc on ne vous paye pas ça. Donc c'est un observatoire, certes, mais avec tout de suite de la gestion appliquée. C'est-à-dire, comme il y a un forum, une agora pour discuter, il y a un éleveur qui va dire ah ouais, il y a ça, ben alors attends, je vais essayer ce truc-là. Et donc, on a déjà des retours dans Alpage Sentinelle ou dans Refuge Sentinelle de changement de pratique, de guide ou de gardien. Là, comment on explique en ce moment qu'une partie des gardiens ont décidé de baisser leur capacité de refuge? Ils sont plusieurs. Ils ont dit, ben voilà, moi j'avais un refuge à 120 places, je passe à 90. Le refuge des écrins, le refuge des cosmiques, qui sont dans Refuge Sentinelle, je pourrais en citer d'autres. Eh ben, c'est tout simplement qu'ils se sont aperçus que, un, ils faisaient un meilleur accueil. Deux, ils n'avaient pas moins de nuitées à la fin de l'année parce qu'eux, ils ont plutôt, au lieu de concentrer les week-ends, en faisant ça, ils arrivent à avoir du monde, à remplir dans la semaine et pas à faire le yo-yo, à être plein, à faire 3 services et puis après, le lendemain, avoir 3 personnes à se demander ce qu'ils font et eux, derrière, ben, il y a tout un système d'intendance, de salariés à gérer. Donc, ils ont réfléchi à ces adaptations. Alors, une, elle est liée au Covid. Oui. Les jauges ont bien aidé. Et voilà, une a été liée au Covid parce qu'ils se sont aperçus que grâce à ça, ce changement de pratique n'était pas si mal, alors que ça n'aurait pas été évident. Pour les alpages, c'est lié au changement climatique. À chaque fois, il y a un facteur contraignant qui vient remettre en cause. Et il ne faut pas que nous, les espaces protégés, on arrive en disant « Attendez, hein, on va vous expliquer » ou le chercheur, on va vous donner la solution. Non, il faut qu'on ait bien des agoras pour discuter où on dit bah, « Nous, on a telle donnée. Il y a telle donnée empirique qui arrive d'un autre. Et puis, il y a telle donnée des collègues de discipline où on n'a pas obligatoirement trop d'appétence qui arrivent avec une autre idée. Je pense toujours à Philippe Bourdeau quand il nous a fait Refuge Remix. Voilà, un jour il arrive dans mon bureau, il me dit bon, je vais faire un remix des refuges. Je dis c'est quoi? Eh ben, on va se réunir à 50 et puis on va imaginer ce que seront les refuges de demain. Je regardais, je dis mais qu'est-ce qu'il m'invente encore? Et en fin de compte, ça a été un événement extraordinaire parce que ce n'était pas dans notre culture, on est obligé de changer, d'aller au-delà de cette culture et c'était vachement intéressant. Voilà, donc ces espaces sentinelles, ça sert à ça. Et c'est bien plus vaste qu'un observatoire comme c'est réduit ou qu'un espace de dialogue. C'est vraiment des communautés qui se mettent à travailler autour des questions qui les impactent. J'ai encore dépassé mes 5 minutes. Là. Je ne sais pas si vous voulez rebondir. Ils ne peuvent plus, je prends tout le temps. Ouais, alors peut-être pour reprendre la formulation de la question que vous avez proposée, c'est que le suivi de la fréquentation est-il une question éthique? C'est pénible. Je dirais, soulève-t-il des questions d'éthique, peut-être? En tant que tel, effectivement, le suivi de la fréquentation, je ne saurais pas trop répondre, mais oui, par contre, il y a clairement des questions d'éthique qui peuvent se poser, mais tout au long du processus, d'ailleurs, dès le départ, à du moment où on effectue les mesures, où on les met en place, on a discuté tout du long, aujourd'hui et puis hier, lorsqu'on les traite, ensuite, ces observations et ces mesures, lorsqu'on va y appliquer du temps de calcul d'intelligence artificielle ou des observations, des mesures, on a les données sous le nez. À partir du moment où on les stocke aussi, on a aussi des questions qui vont se poser, et puis surtout quand on va les partager, quand on va les communiquer dans différentes manières. Je vais faire le pénible aussi pour finir. En fait, l'éthique, c'est aussi une question particulièrement relative. On se la pose ici d'une telle manière, mais elle va être traitée différemment dans d'autres contextes, dans d'autres territoires. On l'a vu d'ailleurs hier avec l'intervention de Reto Ruf en Suisse, et on en avait parlé en amont. Pour eux, les questions d'éthique se posent différemment. Les déclarations ne sont pas les mêmes. La manière d'observer, de compter, de prendre en considération la représentation humaine d'un espace, peu importe lequel, d'ailleurs qu'il soit naturel ou urbain, donc en gros de prendre en photo quelqu'un, de savoir où il va, ne pose pas les mêmes questions que nous on se pose en regard de notre cadre législatif, d'une culture partagée. Et, voilà. Et ça nécessite aussi des adaptations, notamment parce que les méthodes qu'on veut utiliser sont parfois similaires entre les différents contextes, mais par contre, les mécanismes d'éthique ou de limitation qu'on doit y surimposer sont différents.
Moi, ce que je peux vous dire, et une fois encore, je vais resserrer la focale d'un point de vue un peu plus opérationnel, parce qu'on est en train de réfléchir à notre dispositif de suivi de la fréquentation. C'est un peu comme si on partait d'une feuille blanche. Enfin, on ne fait pas table rase du passé, mais on est en train de tout remettre à plat. Et donc, on en est plutôt au stade où on se demande quelles sont les questions, à quelles questions est-ce qu'on a envie de répondre. En revanche, sur les premières esquisses qu'on a commencé à dessiner, en termes d'outils, on s'est tout de suite posé cette question-là. Charlie Cortinovis, qui est donc le stagiaire qui travaille chez nous sur ce dispositif pour les 6 prochains mois, m'a tout de suite proposé, par exemple, d'anonymiser les données. On a tout de suite parlé de RGPD, notamment pour tout ce qui est données en ligne. La question du stockage des données aussi s'est posée. Donc, j'ai pas forcément de réponse. En tout cas, c'est une question qui irrigue l'ensemble de notre démarche et de notre réflexion autour de ce suivi de la fréquentation, comme bien d'autres questions. Et je repars de ces 2 jours avec encore plus de questions. Mais je pense que, je sais plus, je crois que c'était le jeune homme qui parlait de la question de est-ce qu'on a une finalité commune, est-ce qu'on a un objectif commun? J'ai l'impression que oui. Maintenant, ça va sans doute prendre du temps avant de pouvoir converger dans la même direction et de mutualiser nos efforts dans cette direction. Mais c'est sans doute un temps nécessaire si on ne veut pas s'asseoir sur encore 3, 4, 5 ans d'études qui, finalement, au-delà de l'éthique, ne pourront pas être utilisées dans l'ensemble de leurs valeurs. Et c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'il y a quelques années, alors Pierre n'est pas là, mais il y a des prestataires d'opérateurs téléphoniques qui en vendent clé en main des produits à des prix défiant toute concurrence, avec au moins 4-0. Et on a fait une analyse scientifique. Alors, je ne rejette en aucun cas le produit. Je dis juste que ce produit répondra qu'à une petite gamme de questions. Mais comme ils avaient des très bons commerciaux, ils nous ont fait croire, comme à une époque la télédétection, que ça répondrait à toutes les questions. Donc, je pense qu'il faut avoir une vigilance. Et bien, tu l'as bien dit, il faut prendre le temps. Il ne faut pas partir par l'outil, il faut partir par la question et après regarder les gammes possibles. Donc, en Interparc, au niveau des responsables scientifiques, j'avais demandé à ce qu'il y ait parce qu'on a des colloques entre espaces protégés, parce que ça concerne aussi les réserves naturelles, ça concerne aussi les PNR. Et maintenant, on a de temps en temps des grands forums où on se retrouve tous. Et j'avais demandé à ce que lors de ces forums, on puisse travailler sur ces technologies, les appareils photo, les bioacoustiques, les machins, justement pour voir toutes les limites qui existaient. Et la fréquentation serait aussi quelque chose d'intéressant parce que tout le monde est confronté là-dessus. Juste à titre indicatif, si je ne me trompe pas, Réserve naturelle de France, ça sera la thématique centrale de son congrès de 2023. Il faudra vérifier, mais ça sera le suivi de la fréquentation. Donc, on voit que les différents réseaux sont complètement irrigués par ça, et on a un moment où il va falloir qu'on se pose entre espaces pour mettre nos moyens ensemble. On aura sûrement des questions différentes, mais on aura des grandes lignes de construction de nos systèmes d'information, de nos réflexions et ainsi de suite, qui seront assez communs et qui seront communs au monde de la recherche, que ce soit en quali ou en quantitatif. Et je pense qu'on est à un moment qui est mûr par rapport au nombre d'acteurs qui se posent ces questions pour construire quelque chose d'important. Et ça a été la même chose au niveau, on en parlait avec certains collègues, au niveau biodiversité. Il a fallu énormément de temps avant qu'on décide d'avancer un peu plus en commun. Mais après, je peux rebondir sur ce que tu dis, il ne s'agit pas forcément de partir par l'outil, se poser des questions. Ceci dit, je trouve que la question se prend aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que quand on parle de l'outil, il existe un certain nombre d'outils aujourd'hui qui permettent de faire des suivis, et mine de rien, très concrètement, chaque outil ne pose pas les mêmes questions du ticket. Un éco-compteur, un piège photo, tu n'as pas exactement les mêmes enjeux derrière, et donc ça nécessite aussi, peut-être quand on pense des questions, de savoir de quel outil on a véritablement besoin. Est-ce qu'on a partout besoin de mettre juste des compteurs ou des pièges photos? Ou quelle gamme, d'outils on va utiliser. Et après, alors,
moi, pour expérimenter et traiter des données et d'éco-compteurs et de pièges photos, dans les faits, même si le traitement des pièges photos est beaucoup plus chronophage, dans les faits, là, depuis quelques mois, je me rends compte qu'il y a quand même un véritable apport. Oui. Par contre, quelle est la part entre le gain d'avoir des données beaucoup plus quali via le piège photo par rapport à l'éco-compteur, mais la contrepartie, c'est que ça pose énormément de questions derrière de qu'est-ce qu'on va faire de ces données, comment à un moment donné, une fois que tu viens à publier par exemple des rapports et à communiquer sur les données de la fréquentation, à quel moment tu en viens à dire bon ça c'est issu de traitements sur des pièges photos ou potentiellement on voit les gens, on peut écompter et donc apporter de la donnée quanti, mais aussi apporter de la donnée quali. Et, moi, ça fait partie des questions qui m'intéressent largement. Intégrer la donnée quali via les pièges photos. En plus, on a un gain, mine de rien, de moyens humains qu'on n'a pas à disposer en continu sur un sentier, etc. Ceci dit, ça pose une véritable question. Comment est-ce qu'on l'utilise derrière? Et ça me fait aller sur finalement mon deuxième point de réflexion, qui est la question de dans quelle mesure est-ce qu'on ne doit pas en communiquer avant d'avoir des problèmes? Victor disait tout à l'heure, à quand le procès? Mais est-ce qu'on ne doit pas le devancer? Alors, le risque, c'est du coup d'ouvrir tout de suite la porte, genre on prend des gens, mais du coup, on va tout de suite se reprendre le retour de bâton, ou alors, au contraire, on devance ces questions. Et finalement, la question des protocoles, la question de l'automatisation, d'identification fait qu'on noie les données individuelles dans une masse. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est la masse. Ce n'est pas d'avoir des données individuelles, etc. Alors, je n'ai pas forcément la réponse, mais ça va peut-être avec la question de la sensibilisation. C'est-à-dire qu'en fait, le pourquoi on suit et pourquoi on fait le choix de passer par ces outils qui posent question. Oui, on a quand même un autre élément, Marie, c'est qu'on a certes la sensibilisation, mais on va avoir un cadre juridique qui ne sera pas dépassable. Et aujourd'hui, on n'a pas eu cette analyse en espace naturel de ce cadre juridique sur les pièges photos. Alors, chacun, on est en train d'essayer de s'arranger au mieux avec notre éthique et avec notre conscience, peut-être en s'auto-persuadant par moment, je n'ai pas honte de le dire. Et on essaie aussi de développer des palliatifs, donc avec de la recherche et développement. Par exemple, en ce moment, il y a une équipe sur Grenoble que nous, le parc, on a convaincu, on ne leur donne même pas d'argent, on les a juste convaincus, d'essayer de développer, de mettre de l'intelligence artificielle directement sur le piège photo. Ça veut dire qu'une fois que tu récupéreras la donnée sera envoyée par réseau radio, je vous passe des meilleurs, ça envoie juste un fichier Excel, touriste 4. Par contre, tu ne sais plus s'ils ont un sac à dos, s'ils ont un piolet, s'ils sont un homme, une femme, s'il y a des enfants, et ainsi de suite. Donc, tu renvoies plus à du quantique et du quantique. Voilà. Alors après, ça peut, on vient d'échanger avec Mathieu, ça peut aller plus loin, parce que si tu fais plus travailler l'intelligence artificielle, tu peux dire, il y a un sac à dos, il y a ci, il y a là, c'est un petit, c'est un grand, enfin, ça va s'améliorer dans le temps, mais on voit qu'on est en plein développement. Et c'est aussi le rôle des parcs nationaux d'être force d'innovation en lien avec la communauté scientifique, parce qu'on a cette capacité à essayer d'avancer dans ces questions, quitte à se planter. Et il faut accepter de se planter sur ces questions-là, quitte à avoir passé 1 an ou 2 sur un truc qui ne sort pas. Mais moi, j'ai bon espoir. On voit à quelle vitesse a avancé le deep learning au niveau de la faune. Et je rappelle, un chamois et un humain, ce sont 2 vertébrés. Donc, normalement, la photo peut faire la différence, mais la question globale est la même. Est-ce que j'arrive à les distinguer? Et donc, on est en train de se dire que demain, on pourra peut-être pallier une partie des problèmes par une détection automatique et plus de conservation de photos brutes. Ça n'enlève pas que certains juristes avec qui on a échangé, certains philosophes nous disent, mais ça n'enlève rien au problème. Moi, en tant qu'humain, je suis photographié dans un espace naturel et je n'ai peut-être pas envie d'être photographié, donc j'aimerais au moins être prévenu. Et donc là, on a mobilisé RNF aussi, les autres réseaux, pour leur dire on est tous confrontés à ça. Là encore, essayons de réfléchir ensemble, que chaque réseau n'aille pas pousser sa réflexion et arrive à des conclusions voire opposées. C'est arrivé aussi. Pour réagir à ça, il y a eu des périodes où les éco-compteurs étaient systématiquement dégradés. Les pièges photos, il y a des endroits où ils sont volés. Donc, je ne sais pas si c'est parce que braconnage, on a vraiment besoin de recherche de ne pas être vu du tout, ou si c'est juste un peu un truc justement éthique. Ça m'emmerde d'être photographié, donc je vais dégager le piège photo.
Mais c'est un peu par vague en fait. Les éco-compteurs, nous, on n'a plus trop de problèmes sur la dégradation. Je sais qu'il y a des endroits où ils en ont systématiquement, je crois que c'est dans le Vercors, où ils ont une flotte d'éco-compteurs qui n'arrivent pas à garder en place, quoi. Donc il y a aussi, dans la communication, nous on les planque, nos éco-compteurs, on essaie de les faire passer inaperçus. Donc dans la communication, dire là il y a un éco-compteur, là ceci, ou on fait ça, on suit, etc. C'est un choix en fait qui va avoir des conséquences. On ne sait pas dans quel sens. Tout à fait. J'ai une question par rapport pour revenir à ce double objectif des parcs, à la fois de la protection du lieu et à la fois une forme d'exploitation du parc pour un public, pour l'accueil d'un public. Je trouvais que c'était assez intéressant parce que dans la question qui était ensuite posée, enfin la réponse qui était donnée au pourquoi, le seul truc que j'avais l'impression qui unifiait un peu tout le monde, c'était que du coup, on se demandait quel était le seuil entre ces deux niveaux, c'est-à-dire quel était on veut savoir à partir de combien de personnes on accueille, il y a un impact sur le milieu qui serait négatif. Et puis, cette question, du coup, qui réunit un peu tout le monde, je me demandais comment c'était possible d'y répondre, puisqu'il faudrait être totalement exhaustif sur la connaissance des milieux, donc c'est-à-dire de tous les occupants et de toutes les interrelations entre les occupants. Il n'y en a pas. Et du coup, je me demandais s'il n'y avait pas une forme d'arrogance aussi derrière, à vouloir absolument maîtriser ça, à vouloir contrôler. Et si, je reprends le terme qui a été utilisé par Stepanov dans son dernier bouquin, la logique d'exploitation, là où tout d'un coup on essaye de tout maîtriser, comme si on était, puis on a essayé de maîtriser dans d'autres endroits, que ce soit l'agriculture, que ce soit la sylviculture, que ce soit de partout dans notre quotidien. Là, on a la montagne qui est relativement préservée parce que plus difficilement accessible. Et je me demandais si du coup, c'était pas un peu la même logique qu'on reprenait pour les milieux de montagne. Est-ce que là, ça va marcher mieux? Parce que partout ailleurs, ça s'est traduit par une baisse de la biodiversité qu'on connaît et puis tous les problèmes qu'on a actuellement. Du coup, je me demandais si justement dans les réflexions qu'on a là maintenant, si on ne reste pas un peu dans cette même logique et si on ne devrait pas peut-être plus réfléchir à une manière de vivre avec la nature beaucoup plus, plutôt que de chercher à mieux maîtriser ses impacts, etc. On dit qu'on est au pied du mur par rapport à l'impact, l'afflux des personnes, mais je pense qu'aujourd'hui, si tu prends n'importe quel touriste et puis que tu lui donnes pas de carte, pas d'itinéraire, pas d'infrastructure pour accéder aux lieux de montagne, et puis qu'il est juste il est juste devant la forêt, au bout de quelques touristes qui se perdent, il n'y en a pas beaucoup qui vont ça va vite réduire. Alors ça, c'est certain. Et puis du coup, ça réduit, il y a tous les experts, ou ceux qui accompagnent des experts, qui peuvent aller dans ce genre de milieu. Donc bref, voilà, alors, trop long, mais voilà. Personnellement, par rapport à ta première remarque, entièrement d'accord. C'est-à-dire que nous faisons partie de l'écosystème et du moment où nous y entrons, nous avons un impact. Ça, c'est scientifiquement. Après, on voit suivant quel compartiment. Donc, je vais développer la suite. Le plus souvent, tu as de manière sociale défini un certain nombre de milieux avec plus ou moins d'objectivité, je dirais plutôt plus, mais on peut me marguer que c'est moins, que tu désires préserver. Ça va être une zone humide et ainsi de suite. Donc là, tu vas complètement changer ta vision, ça va être ta capacité de charge par rapport à un milieu, pas par rapport à l'ensemble de la biodiversité, parce qu'on en fait partie et on interagit avec depuis tout le temps. Alors, plus on est nombreux, plus on interagit, et comme on est un paquet de milliards, on interagit énormément. Ça, c'est une évidence, d'où ces impacts de plus en plus forts. La deuxième partie de ta proposition qui est de dire est-ce qu'il ne faudrait pas faire de sentier? Alors là, c'est l'opposition. Je rappelle que là, on parle de fréquentation. On a quand même aussi des moutons, des vaches, d'accord, des forestiers qui ont le droit de couper en cœur de parc. Donc, si tu veux, de l'activité humaine avec des impacts sur les milieux qui impactent potentiellement fortement les milieux, voire qui les dirigent. Une activité pastorale va complètement diriger ta trajectoire des pelouses. Elle va dans un sens, je ne suis pas là dans le jugement de valeur, par contre, des fois, ça va vers une certaine biodiversité, si tu arrêtes, tu vas vers une autre, c'est un sujet vaste en tant que tel. Donc, si tu veux, les pressions anthropiques en cœur d'un parc national sont déjà au moins de 3 ordres. Activité humaine, pastoralisme, activité forestière.
Donc, on n'est pas dans un parc wilderness type à l'américaine où tu cours vers le maximum de libre évolution. Par contre, que nous, parcs nationaux, on ait et on réfléchisse à avoir un équilibre dans nos milieux en termes de pression anthropique, c'est-à-dire des zones où on a de la pression anthropique pour X raisons, pastorale, fréquentation ou autre, des zones où on en a un peu moins et des zones où on n'en a pas du tout et qu'on ait un équilibre sur nos grands territoires. On a vu qu'on a des surfaces assez grandes. Ça, je pense, c'est beaucoup plus intelligent parce que la variation de pression anthropique va générer ces variations de biodiversité. Et il y a un compartiment dont on parle très peu et qu'on ne parle jamais, qui est celui qui est le plus impacté, c'est le sol. Personne ne sait le regarder ou très peu. On ne suit jamais ou quasiment jamais ça. Et donc, ça, c'est une des trajectoires, par exemple, au niveau des écrins, même si on n'a pas de compétences où on essaie d'aller, c'est de regarder l'impact sur le sol. Parce que les grandes bêtes, on sait les voir, on les étudie. Mathieu nous a fait une très belle présentation, mais souvent, c'est le résultat de plein de choses qui se sont passées avant avec un déphasage temporel qui peut être très important. Voilà. Donc, là encore, tu as tiré une ficelle qui peut durer des heures. Donc, je vais m'arrêter là, mais oui, sur la première partie de ton propos, plutôt non sur la deuxième, de par la conception même, par le législateur de qu'est-ce qu'un parc national. Oui, et puis du constat aujourd'hui, et c'était la discussion d'hier sur l'information géographique volontaire, les plateformes se sont tellement multipliées pour toutes les pratiques qu'en fait, on pourrait concrètement on ne peut plus maîtriser le développement des prises de traces dans tous les espaces nets en fait. Ah bah si tu décides que tu n'as plus le droit de rentrer dans un cœur de parc national, ce qui n'est pas le cas, oui, attention. Donc, dans ces cas, c'est de fermer. Dans ces cas-là, mais à partir du moment où tu ne fermes pas légalement comme une réserve intégrale, tu ne peux pas empêcher de toute façon la diffusion aujourd'hui des itinéraires. Et notre rôle, il tient aussi dans la sensibilisation justement des publics par rapport à cette pratique, cette exploitation. Les parcs nationaux ont un rôle à jouer dans l'éducation à l'environnement notamment et en sensibilisant au maximum sur l'impact et la préservation de la biodiversité. Ça fait partie de cette mission, c'est une partie de la réponse qu'on peut apporter dans notre mission d'accueil. François, oui, juste une précision là-dessus, pour discuter de ça, c'est que quand tu regardes les zones à protection forte, que sont les parcs nationaux, les réserves naturelles, voilà, et que tu regardes sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, tout ça représente, c'est des statistiques nationales, c'est peut-être pour la France entière, mais après tu regardes sur les régions, il n'y a que 3% du territoire qui sont concernés par ces zones. Donc, il ne faut pas être trop inquiet sur le fait que ça puisse être fortement réglementé sur certains espaces, parce que finalement, en surface, c'est très peu. Par contre, ça nous donne une vraie responsabilité en termes d'expérimentation et d'acquisition de connaissances. Parce que c'est bien dans ces espaces qu'il y a des moyens pour apprendre et restituer à une autre échelle. Voilà. Donc, c'est pas une façon d'essayer de légitimer tout ce qu'on essaye de faire, mais un peu quand même. Mais parce qu'on pourrait y voir quand même un bien fondé. Il y a 30% seulement des territoires. Alors, c'est aussi le revers de la médaille, c'est que quand on se réunit et qu'on parle gestionnaire, on parle de gestionnaire organisé, enfin, je ne sais pas comment le dire, mais on représente que 3% de l'Europe aujourd'hui. Donc, tu vois, il y a vraiment. Ça se passe à une autre échelle. Merci. Est-ce qu'il y a une dernière remarque autour de la table? Parce que sinon, on va conclure ici la table ronde. C'est tout bon. Merci beaucoup. Et puis, on va conclure cette journée. Je pense qu'on va la finir un peu plus tôt. Donc, avec quelques mots, je crois que c'était Julien qui est en visio, qui se proposait de faire une conclusion de la journée. Et puis, moi, je conclurai les 2 jours en quelques mots rapides. Qui se proposait, qui en a proposé, je crois. Mais, donc, c'est difficile de conclure parce que la table ronde était déjà, je trouve, pour partie, en tout cas, au moins au début, assez conclusive sur la journée. Je crois qu'effectivement, la question qui est posée là, c'est vraiment celle de l'approche. Donc, il y a un nouveau gisement de données qui existe et qui pose la question. Et je trouve que ça a été assez résumé, c'est-à-dire il y a un nouveau gisement de données. Comme tout gisement, il faut savoir comment réussir à l'exploiter. Comme tout gisement, il fait miroiter beaucoup de promesses et il y a sans doute beaucoup de fausses bonnes solutions. Et en tout cas, je suis assez d'accord avec l'idée qu'on ne pourra pas exploiter très rapidement ce gisement, ou en tout cas, il faudra plus que quelques semaines ou quelques mois pour réussir
en sortir un nouveau protocole commun. Je pense une des grosses différences sur ces nouveaux gisements, et ça, on ne l'avait pas discuté dans notre groupe, et ça a été discuté dans d'autres groupes, qui est sur la question de l'évolution des métiers. C'est aussi, je pense, l'apparition de nouveaux acteurs qu'on remarque, et donc les acteurs du numérique et des big data qu'on remarque dans beaucoup d'autres domaines. Je pense notamment au domaine agricole, où ils sont la production alimentaire, où ils sont effectivement aussi très présents. Donc ces nouveaux acteurs, donc y compris des mondes des startups, qui viennent proposer des solutions qui effectivement ne répondent pas toujours aux besoins qui sont énoncés, notamment à l'intérêt commun. Ça, je crois que c'est quelque chose sur lequel il ne faut pas perdre de vue l'intérêt commun. D'où la dernière intervention là, qui était proposée, effectivement, me faisait penser au risque en fait, de vouloir renfermer la montagne ou la réserver à certains, et ce qui serait vraiment la refermer. On a dit, il y a une intervention, là, donc je pense que c'est François qui a dit c'est que 3% finalement les aires protégées, mais c'est 3% de géosymboles, et donc c'est sans doute beaucoup plus en fait dans la représentation des personnes, dans la fréquentation, que c'est 3%. Quoi. Donc effectivement, il y a un devoir d'exemplarité, mais il y a aussi effectivement des enjeux qui sont extrêmement concentrés sur ces points-là. Voilà, alors moi je pense que à l'issue de ces journées, en fait, on pourrait avoir deux types de réactions. Il y a un côté un peu frustrant de se dire que tout est là, mais finalement ça va être très difficile, ou c'est très compliqué de réussir à mobiliser les données. Et une fois qu'on a même réussi à les mobiliser, à réussir à les traduire en quelque chose de mobilisable rapidement. Mais finalement, je sais pas, c'est un peu... moi, j'ai une maxime qui m'est venue en tête quand on avait nos échanges. Là, c'était la maxime, je sais pas, vous connaissez sans doute l'histoire de la souris qui veut manger l'éléphant. Peut-être pas. Donc, la souris qui veut manger l'éléphant, comment elle fait? Elle le mange petit à petit. Je crois que c'est un petit peu la conclusion de nos échanges, c'est qu'il va falloir y aller petit à petit. Voilà, merci. Merci beaucoup, Julien. Parce que c'est toujours difficile de conclure, donc merci pour ton intervention. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup pour ces échanges. Je trouve que ça a été très riche de pouvoir partager entre à la fois ce qui se fait du point de vue académique, c'était plutôt la journée d'hier, et puis aujourd'hui l'échange avec plutôt les acteurs de terrain et les gestionnaires. Donc, j'espère qu'en tout cas, ces 2 jours qui ont été pensés de manière complémentaire, à la fois, elles vont permettre d'ouvrir des discussions. On a vu qu'il y avait énormément de questions qui se sont posées et dont on n'a pas les réponses, mais du coup, c'est aussi utile pour les jeunes chercheurs. Il y a plusieurs doctorants, voire stagiaires en master qui sont là, donc où on voit le potentiel de pouvoir travailler en commun et puis sur des sujets qui peuvent être aussi co-construits. Alors, on parle beaucoup de transdisciplinarité, mais là, je trouve que ça prend tout son sens. C'est-à-dire qu'il faut qu'on sorte en fait de OK, les académiques, on va penser à des questions, mais en fait, on se rend compte que si les réponses qu'on apporte, elles ne sont pas du tout applicables ou elles n'ont pas été pensées en amont avec des acteurs de terrain, eh bien, finalement, il faut peut-être revoir tous les protocoles. Ça a été beaucoup énoncé aujourd'hui. Donc, peut-être un appel aussi au fait de co-construire à la base les questions de recherche parce que, et les protocoles de terrain, mais ça part par la co-construction des questions de recherche pour finalement réussir à trouver des réponses qui vont être avec une application sur le terrain et qui vont aussi trouver du sens de manière plus générale au niveau sociétal. Donc, je remercie l'équipe de Hut-Up-Tour et je remercie l'équipe de Humani. Je remercie aussi tous les participants aujourd'hui, surtout parce qu'avec les ateliers, ça dépend aussi beaucoup des gens qui sont en présence et des gens qui sont restés en visio. Du coup, en tout cas, un grand merci. Et puis, merci aussi au laboratoire NITM de nous avoir accueillis. Puis, j'espère qu'on aura l'occasion de pouvoir continuer à échanger lors d'autres séminaires ou de conférences. Dans 1 an, par exemple, on va organiser le colloque final de Humani à peu près à la même période. Donc, on essaiera de tous vous inviter pour que ce sera aussi une zone d'échange pour continuer ces discussions. Merci beaucoup et puis à bientôt. Merci. 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 Au revoir. Merci à tous. Au revoir.